Bonjour à tous et bienvenue pour la redite d'un talk que j'ai donné en mai 2019 dans le cadre de l'IDEX de l'Université de Grenoble-Alpes, qui est centré sur l'origine de la vie. Et ce talk-là, donc, est focalisé sur la croissance moléculaire dans le système solaire. Et on va bien évidemment essayer d'orienter les débats vers la formation, l'origine des molécules capables de former des compartiments, des vésicules, qu'on peut interpréter comme des protocellules au premier ordre. L'idée centrale ici, c'est qu'il existe une augmentation de la complexité au cours du temps. Si on prend une histoire naïve de l'univers, on peut dire que juste après le Big Bang sont apparues des particules avec une diversité restreinte et une grande quantité. Les 4 forces fondamentales qui régissent le mouvement relatif de ces particules n'ont pas bougé, ou on pense qu'elles sont apparues très rapidement en même temps que ces particules-là. Mécaniquement, ça a conduit à la ligature, l'association, pour des temps relativement longs, de certaines de ces particules entre elles. Et donc des compositions de particules élémentaires sont apparues très vite après l'apparition des particules élémentaires. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est les baryons, qui sont, pour aller très rapidement, les neutrons et les protons dans la matière qu'on est capable d'observer facilement, sont des concaténations, des associations de 3 quarks différents. Et si on empile encore des neutrons et des protons, on forme des noyaux atomiques. Et si on associe ces noyaux atomiques à d'autres formes de particules que sont les électrons, on obtient des atomes. Atomes qui sont censés, étymologiquement, ne pas être sécables. Et pourtant, ces grains de matière, on le sait, ont un comportement qui est régi par ce dont ils sont formés. Et il en est de même pour les molécules qui sont formées avec ces atomes-là. Donc il y a une espèce de pattern qui se répète, qui est l'association de plusieurs particules qui fait naître, qui fait émerger de nouvelles caractéristiques. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'émergence de la capacité de certaines molécules à générer la vie au sens large, si tant est que ça a un sens, ou du moins à permettre certaines fonctions qu'on peut associer à la pérennité de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Il se trouve qu'on pense que l'évolution des molécules, c'est-à-dire leur formation et leur pérennité, leur non-destruction, leur survie en quelque sorte, est contemporaine, ou en tout cas réellement prolifique, durant les périodes de formation des étoiles. C'est ce qui est observé dans le ciel quand on suit l'évolution d'un nuage qu'on va appeler préstellaire, ou d'un nuage moléculaire, dans le sens où à l'intérieur, les atomes d'hydrogène forment des molécules de H2. C'est un cas particulier des nuages, des amas de matière qu'on est capable de voir en astronomie. Eh bien, si un tel nuage s'effondre sur lui-même, il va finir par former ce qu'on appelle un système stellaire. Et ça, on le décrit avec une évolution spectrale des objets qu'on est capable de voir dans le ciel. Ça veut dire qu'on voit des amas de gaz et de poussière dans lesquels les densités augmentent, et indépendamment, on voit des disques protoplanétaires avec une zone extrêmement lumineuse, qu'on interprète comme une future étoile, et indépendamment, on voit des disques évoluer et des disques de débris tels que celui qu'on connaît. Donc dans l'évolution physique de la matière astronomique, on voit quelque chose qui peut s'apparenter à l'histoire passée de notre système solaire. Il n'y a pas de raison que la matière se comporte différemment ailleurs qu'elle ne s'est déjà comportée ici. Parallèlement, on détecte des molécules dans ces zones de l'espace. Et ce qu'on observe, c'est qu'au cours de l'évolution physico-chimique de cette portion de l'espace, il y a une évolution chimique qui va vers un accroissement de la taille des molécules. Et donc la possibilité de faire naître des nouvelles fonctions
grâce à ces molécules-là. Alors on va prendre l'histoire par l'autre bout et parler des fonctions qui sont assurées par les molécules qu'on sait être présentes dans les cellules vivantes. Je les ai découpées en 3 grandes catégories. Le terme fonction est peut-être abusif, mais peu importe, on va s'appuyer sur cette facilité pour analyser très rapidement le fonctionnement d'une cellule. La chose magique, enfin la chose qui est époustouflante dans une cellule, c'est qu'il existe des molécules, les acides nucléiques, qui ont la capacité de coder une information. On s'est rendu compte qu'il y avait une correspondance entre une molécule d'ADN et les protéines que la cellule qui les contenait fournissait, produisait. Ça veut dire que ces morceaux d'ADN codent pour ces morceaux de protéines. Et les protéines et l'ADN sont des molécules qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, d'un point de vue chimique pur. Si ce n'est qu'elles sont toutes formées de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Mais en tout cas, sur leur stabilité, leur taille, leur forme, rien à voir. Et donc, il y a de l'information qui a été stockée dans ces molécules-là. Et pour expliquer ça, c'est d'une difficulté sans nom, puisqu'on n'est pas capable de dire comment est-ce qu'on arrive, sans dessin intelligent, à avoir un système de codage. Mais en tout cas, le hasard peut tout produire. Donc il doit exister quelque part une évolution à la Darwin, c'est-à-dire avec une introduction de hasard répétée. Il doit y avoir une évolution darwinienne vers le système de codage. Il doit y avoir, et on ne connaît pas les molécules de départ qui ont permis, par suite de hasard et sélection, à arriver à ce système de codage. Difficile. Donc je vais écarter du problème la fonction la plus sympathique, la plus étonnante à étudier. Désolé. Une autre fonction, absolument centrale dans une cellule, c'est ce qu'on peut appeler le métabolisme, ou en tout cas la capacité de se nourrir. Ça veut dire manipuler l'énergie chimique. En d'autres termes, la capacité qu'on a à produire des molécules, à générer de l'énergie, à utiliser cette énergie pour produire des molécules. C'est en quelque sorte toute la chimie, toute la thermodynamique biologique. Et ça, c'est assuré en particulier par les protéines et les métabolites en règle générale, mais des choses qui, au premier ordre, ont fini par être codées par les molécules dont j'ai balayé d'un revers de main l'analyse pour aujourd'hui. Et donc, par voie de conséquence, on va mettre de côté le métabolisme et se focaliser sur la dernière fonction, celle que je vais garder pour l'analyse, qui est la capacité des molécules vivantes, des molécules utilisées en biologie, à former des compartiments. Et ça, je vais pouvoir le faire parce que je vais pouvoir étudier ce type de fonction parce que les molécules qui se chargent de cette fonction-là sont des lipides. Et ces lipides-là ne sont pas produites directement par un codage dans l'ADN. Il n'y a pas de façon de produire les lipides par les cellules qui dépendent directement de l'ADN. Ce n'est pas le cas pour le métabolisme. Et du coup, c'est notre cible du jour. Alors je vais éliminer les 2 premières fonctions et me focaliser là-dessus. Alors, il se trouve que la capacité à former des compartiments, ça a été vu relativement rapidement et ça a été resynthétisé en laboratoire. C'est Alexander Oparin qui est connu pour ses travaux au début du XXe siècle, dans le premier quart du XXe siècle, où il a réussi à former ce qu'il va appeler des coacerva, des vésicules en réalité, qui sont en quelque sorte des molécules de gras, du lipide, mélangées à l'eau. Et donc quand on a des molécules de gras qui sont insolubles dans l'eau, qui sont en quelque sorte mis en contact, mélangées de force
avec un solvant dans lequel elles ne sont pas stables, elles forment des coacerva. Et donc ce sont des espèces de compartiments qui ont un intérieur et un extérieur. Et le plus drôle est qu'on peut manipuler le comportement de ces coacerva en manipulant le contenu ionique en particulier, peu importe les détails, du milieu extérieur. En d'autres termes, Alexander Oparin a été capable de faire se diviser, par action purement chimique, ces coacerva en modifiant, en fait, en augmentant la charge saline du milieu dans lequel il baignait. Et alors, ce type de morphogénèse, c'est très impressionnant parce qu'on voit qu'on fabrique des choses qui ressemblent à des cellules assez rapidement, mais en fait, c'est tout à fait naturel. Et si on regarde une petite simulation qui est ici faite avec des particules violettes et des particules rouges qui ont des simples interactions d'attirance et de répulsion les unes avec les autres, on voit que dès qu'il y a deux sortes de molécules ou de particules qui ont des règles similaires mais légèrement différentes sur leur intensité par exemple, dans un milieu confiné, on voit qu'elles forment des objets qu'on peut essayer d'identifier ou pas. On voit des cœurs qui battent, des cellules qui se forment, des choses qui se divisent, etc. C'est la dynamique même des molécules une fois qu'elles ont acquis une certaine capacité de dichotomie. Être soluble ou pas dans l'eau, avoir une stabilité supérieure ou pas dans les lipides par rapport à un milieu extérieur. Si on a les ions, les lipides et l'eau, on peut avoir ce type d'interaction et imaginer une morphogénèse assez rapide. Alors, la preuve en est que c'est effectivement un sujet de recherche vivant, en particulier pour les utiliser comme vecteurs de médicaments. On cherche à faire des choses qui peuvent fusionner avec les cellules et qui ont une forme contrôlable par le dessin des molécules qui sont utilisées pour les former. En haut du transparent ici, vous avez plusieurs photographies en microscopie confocale de ce qu'on appelle des polymersomes. Donc ce sont des vésicules, des protocellules, ou en tout cas des membranes, qui ont un intérieur et un extérieur, qui sont fabriquées à partir de polymères dont on contrôle parfaitement la composition moléculaire et la structure. Et donc on est capable de faire des bulles vertes, on est capable de faire des bulles rouges, et on est capable de mettre des bulles rouges à l'intérieur des bulles vertes. Donc, pour la science des polymères et la science de la biochimie structurale, c'est connu et facile à faire. Maintenant, si on revient à ce qui est observable dans la nature, on voit que les molécules qui ne sont pas dessinées, mais produites par la biologie ou produites par d'autres processus, on va dire, abiotiques, et qui sont capables de faire des polymersomes, des liposomes ou des vésicules au sens large, elles ont tout le temps la même caractéristique, qui est d'avoir une tête hydrophile. Donc ici, vous voyez sur une acide aliphatique, donc un acide gras de base, une chaîne apolaire et une chaîne polaire ici. Et la même chose pour les molécules biologiques qu'on appelle des phospholipides. Phospholipides parce qu'elles ont un phosphate central en quelque sorte, qui est estérifié à un glycérol, qui estérifie deux acides gras qui ressemblent à ces trucs-là, mais qui sont collés sur un glycérol, lui-même collé sur un phosphate, lui-même collé sur un groupe polaire. En tout cas, on a la même structure, un groupe polaire et un groupe apolaire. Et donc, on a la capacité de dichotomie et la capacité de faire des vésicules. Quand on purifie ce type de molécules-là, on obtient des polymersomes qui ont cette forme. Donc on est loin des choses simples telles qu'on peut l'observer quand on contrôle parfaitement les polymères à dessin. Si on purifie ce truc-là, on obtient quelque chose qui est parfaitement hermétique. Et c'est le drame. C'est-à-dire que si on extrait des cellules ce qui leur permet de faire des compartiments, en d'autres termes, en éliminant les protéines membranaires, on obtient quelque chose qui se reforme pour faire des compartiments, certes, mais qui est parfaitement hermétique. En d'autres termes, changer ce qui est à l'extérieur n'a aucun impact sur la forme ou le comportement de ce qui est à l'intérieur de ces liposomes. Ces liposomes, à partir de phospholipides, sont parfaitement hermétiques et donc parfaitement inutilisables pour des systèmes reproductifs.
Ça veut dire que ces trucs-là, même s'ils ne sont pas codés par l'ADN, ils sont fonctionnels uniquement quand on a des protéines. Et donc ils sont fonctionnels uniquement quand on a déjà la capacité de reproduire, par codage acide nucléique, des éléments qui pallient les faiblesses de ces molécules-là quand elles forment des compartiments. Et je les ai mis en opposition ici, enfin c'est ce chercheur Paul Richer qui a mis les phospholipides en opposition avec les acides gras simples, puisque les acides gras simples, elles, quand elles forment des polymersomes, des liposomes, des vésicules, elles sont perméables. Les membranes sont perméables. Et il se trouve que ce type d'acides gras sont des molécules qu'on trouve dans les météorites. Ça veut dire que, au contraire des acides nucléiques et des protéines, on a dans un matériel primitif, donc qui était là avant que la Terre se forme, des molécules qui non seulement sont capables de faire des vésicules, mais en plus ne sont pas associées à une évolution et permettent de faire des protocellules, des vésicules, qui sont perméables et donc qui peuvent acquérir des capacités de métabolisme. Notre but, à présent, c'est justement d'analyser ce type de molécules-là. Et alors on peut le faire simplement en analysant le contenu des météorites, et en particulier les météorites carbonées. Les météorites carbonées sont celles les plus riches en carbone, dans lesquelles il y a le plus de matériel de basse température. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la science des météorites, mais ces cailloux-là proviennent d'astéroïdes qui n'ont pas subi de fusion totale, et donc pour lesquels la matière la plus fragile a été préservée. Et en particulier donc la matière organique, dont on sait qu'elle est détruite à haute température. Et l'intérieur de ces cailloux-là renferme une matière organique qui varie énormément en taille. On a des petites molécules type ammoniac, par exemple, ou méthane, ou éthane, des molécules absolument gigantesques qu'on n'est pas capable de décrire autrement que statistiquement. C'est ce qu'on appelle insoluble organic matter. C'est une molécule tellement énorme, ce sont des molécules tellement énormes qu'on est incapable de les isoler. Et on sait qu'elles sont insolubles. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de les solubiliser en laboratoire. Et entre les deux, on a une variété allant des acides gras qui vont nous intéresser jusqu'à des biomolécules, donc des molécules qui sont effectivement utilisées dans la biologie, telles que les sucres ou les bases azotées. Notre mode de préparation, qui va être celui pour lequel on a fait cette étude-là, est quasiment toujours le même et relativement simple. Ça consiste à prendre de la roche, la broyer de la bonne manière, en évitant si possible de la monter à trop de température lors du process, de séparer ensuite ces constituants. Ici, je vais parler d'une phase qui a été générée par désagrégation, par gel-dégel. Ça veut dire qu'on prend la roche, on la gèle, on la dégèle, on la gèle, on la dégèle, en lavant à l'eau entre chaque étape. Lors du gel, l'eau gonfle. Lors du dégel, celui qui fiche. Et donc, ce qui a été écarté par l'augmentation du volume de l'eau est disloqué, et ça nous permet d'avoir une poudre et une eau qui a sorti tout ce qui était soluble dans cette eau-là. Et ce qu'on va récupérer, c'est la fraction organique qui est insoluble dans l'eau. D'accord ? Je vous rappelle qu'on s'intéresse à ce qui est capable de former des vésicules dans l'eau. Et donc leur première caractéristique, c'est de ne pas être soluble dans l'eau. Très bien. Alors une fois qu'on a obtenu ça, on peut procéder à différents types de mesures. On a des mesures isotopiques, celles que je vais décrire maintenant, et des mesures moléculaires, celles que je décrirai après. Alors en ce qui concerne les mesures isotopiques, le but est de placer notre échantillon dans ce diagramme qui figure ici l'enrichissement en azote 15 par rapport à l'azote 14, et ici l'enrichissement en deutérium par rapport à l'hydrogène. L'avantage de cette méthode-là, c'est que les différents objets du système solaire se trouvent
corrélés à des réservoirs isotopiques. La Terre est différente de Jupiter, entre autres, par sa composition isotopique en azote et en deutérium. Alors allons-y, voici deux résultats isotopiques du type d'extrait dont on parle, mais qui a été pratiqué par Yamashita et Naraoka en 2014. On voit qu'on est à mi-chemin, en quelque sorte, entre Jupiter et la Terre, mais on note que si on s'intéresse à un solvant, le méthanol, qui est légèrement moins polaire que l'eau, on obtient des enrichissements en deutérium et en azote. Et donc, qu'en est-il quand on élimine toute la phase qui est soluble dans l'eau? On récupère un dessurage qui est de l'ordre de 28 000 pour 1000, c'est un des plus élevés qui ait jamais été observé. Et ça veut dire que la matière à partir de laquelle on a formé la matière organique extraterrestre n'est pas celle à partir de laquelle on a formé la matière organique de la Terre. Donc ça témoigne bien de l'héritage de la composition isotopique d'un réservoir qui est coupé de celui utilisé pour faire le reste du système solaire. Donc il faudra expliquer ça par la suite. Le meilleur candidat pour expliquer la deutération dans les matières organiques, c'est de supposer leur formation précoce dans la formation des disques protoplanétaires, dans le sens où dans les nuages moléculaires, on sait qu'il y a des zones où l'hydrogène réactif, c'est-à-dire l'hydrogène 3+, 3 atomes d'hydrogène chargés, et bien cette espèce qui est réactive, potentiellement réactive, se deutère. Ça veut dire qu'elle stabilise mieux que les autres molécules le deutérium au sein de sa structure. La résultante, c'est que statistiquement, si je rencontre une molécule avec 3 atomes d'hydrogène et une charge plus, j'ai une plus grande probabilité qu'elle contienne un deutérium. Et si j'ai une molécule extraterrestre qui est riche en deutérium, je peux supposer qu'elle a été formée en présence de l'hydrogène qui vient de ce type de molécule-là. Et donc peut-être, pas très loin, ou pas longtemps après, la formation ou la disparition, la durée d'existence de cet environnement-là. Donc on a une petite indication sur la précocité de la formation. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir, sur d'autres bases, moléculaires en particulier, une idée de comment on forme ce type de molécule? Et c'est pour ça qu'on va utiliser la spectrométrie de masse à haute résolution, Orbitrap en particulier. Le but, c'est de voir l'intégralité du mélange. Alors ça, c'est pas complètement possible avec la technique de spectrométrie de masse, puisque, quoi qu'il arrive, même avec les yeux de Dieu, comme dirait un autre chercheur, des isomères, c'est-à-dire des molécules qui ont exactement la même composition chimique, auront exactement la même masse. Donc il y a une limite indépassable, qui est l'isomérie. Mais à l'isomérie près, on peut quand même tenter d'utiliser cette technique pour décrire le mélange. Ça veut dire qu'on va faire une spectrométrie stoichiométrique, où on va tenter d'isoler en tout cas, toutes les molécules qui ont des compositions élémentaires différentes. C'est ce qui est fait ici. Alors, la particularité des spectrométries de masse à transformer de Fourier, c'est leur très haute résolution, qui ont un prix à payer, qui est le nombre de pics par unité de masse observée. Si je vois de façon très résolue, et que le mélange est très complexe, alors je vais avoir un grand nombre de détections dans une petite gamme de masse. Pour pallier cet inconvénient, qui est en fait une bénédiction, mais pour la représentation, c'est pas ce qu'on fait de mieux, on utilise ce type de diagramme qui représente le défaut de masse, c'est à peu de choses près la partie décimale de la masse mesurée en fonction de la masse mesurée. L'analogie avec le temps, c'est que vous représentez l'heure du jour à laquelle un événement a lieu, et ici le jour sur plusieurs siècles.
pendant lequel cet événement a lieu. Et donc si vous avez un événement qui a lieu tous les jours à la même heure, eh bien, quel que soit le jour à laquelle il a eu lieu, il est toujours à la même heure et il forme une ligne dans ce diagramme-là. C'est très exactement la même chose pour la polymérisation, c'est-à-dire l'ajout ou la soustraction d'un même patron moléculaire, d'une molécule à l'autre. Ça va générer des lignes dans ce diagramme-là et peut-être des patterns d'intensité dans ce diagramme-là. Ici, j'ai représenté le spectre de masse de l'extrait dont je parle depuis tout à l'heure sur Murchison. J'ai mis en valeur une famille en CH2, c'est-à-dire une seule ligne ici, représentée par les points bleus. La direction d'alignement donne la nature du patron moléculaire. J'ai ici représenté ce que je vais appeler une famille en CH2. Ça veut dire que d'un point à l'autre, la seule différence chimique qui existe, c'est l'ajout, ou la soustraction quand on va dans l'autre sens, de un atome de carbone et deux atomes d'hydrogène. Et il se trouve que cette ligne-là, donc cette famille-là, est associée à une belle distribution en cloche. Alors j'ai dit que c'était remarquable ici, on va voir comment on peut l'interpréter. Ce qui est remarquable avec les familles en CH2, c'est qu'elles sont souvent associées à des patterns en intensité. Quand on regarde justement des molécules biologiques qui viennent ici d'un stack haché, on voit qu'on a une dépendance de l'intensité, donc de la quantité de matière pour chaque masse, à la parité du nombre de CH2 qui est ajouté d'une molécule à l'autre. D'accord ? Si j'ai beaucoup de molécules ici, j'en ai pas beaucoup quand je rajoute un seul CH2, j'en ai de nouveau beaucoup quand j'en rajoute un deuxième. Donc si je rajoute 2 CH2, je maintiens cette enveloppe-là. Si je prends un nombre qui change de parité, j'ai une enveloppe inférieure. Et ça c'est typique et c'est dû à, pour des raisons profondes, on a une addition limitée de CH2 quand on fournit de la matière organique biologique. Si on croit que le charbon et l'huile naturelle sont formés à partir d'êtres vivants qui ont tous, et ils l'ont, le pattern dépendant de la parité, alors ce pattern-là est perdu lors de ce qu'on va appeler la diagénèse, c'est-à-dire la formation, la modification sédimentaire des molécules qui forment le charbon et les huiles naturelles. Comment est-ce qu'on explique maintenant le pattern ni biologique ni diagénétique qu'on observe dans les météorites? Et bien la façon de l'interpréter, c'est d'invoquer un système de polymérisation qu'on va appeler le modèle Wesslow ici, et qui peut être, interprété comme une croissance géométrique et une addition des petites molécules sur d'autres petites molécules pour former des molécules moyennes, et des molécules moyennes sur des molécules moyennes pour former des grosses molécules. Et donc on va essayer de modéliser un tel processus avec deux équations relativement simples. La première, c'est celle qui concerne le facteur d'accroissement. Donc ça, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire on fabrique des moyennes molécules en ajoutant des petites molécules à des petites molécules, et on fabrique des grosses molécules en ajoutant des moyennes molécules à des moyennes molécules. On peut imaginer qu'on fabrique des grosses molécules en ajoutant des moyennes molécules à plus de petites molécules. Mais on va partir du principe que ces choses-là se font de façon séquentielle, et que statistiquement, ça revient au même de refaire des dimères, de refaire des tétramères et de faire réagir des tétramères entre eux, plutôt que de prendre des tétramères et de les faire réagir avec deux dimères, par exemple. Peu importe. L'idée, c'est qu'on va déterminer un facteur d'accroissement qui a un sens dans ce cadre théorique-là. Et alors, il est suivant, le facteur d'accroissement est défini de cette manière-là. Je dis que la masse
d'une molécule que je peux observer à la fin de la polymérisation, c'est-à-dire au bout d'un certain temps. Cette masse-là, c'est une masse de départ, typiquement la masse d'un monomère, multipliée par un certain facteur, le facteur d'accroissement, élevé à la puissance x, ici, qui est le nombre de réactions de polymérisation. En français, ça veut dire que j'augmente ma masse d'un certain facteur à chaque fois que je réagis. Ça paraît honnête quand on parle de polymérisation. Alors on peut le réécrire de cette manière, peu importe. Et maintenant, l'idée, c'est d'essayer de connaître ou d'avoir un modèle sur la distribution du nombre de réactions qu'a subi telle ou telle molécule. Alors on va faire simple, et on va se dire que ce nombre de réactions, il est normalement distribué. Ça veut dire que la distribution associée au nombre de réactions qu'ont subi une molécule au bout d'un certain temps, c'est une gaussienne, tout simplement. Et ça vient avec l'idée qu'on a un grand nombre de collisions. Pour chaque collision, on peut dire il y a eu la probabilité de réagir, la probabilité de ne pas réagir. Et donc on voit qu'on a un nombre grand dans un processus binomial, réagir ou pas réagir. Et donc on peut imaginer décemment que la distribution du nombre de réactions, c'est une gaussienne. Alors je l'ai écrite là, mais peu importe. Et donc quand on introduit le fait que x est distribué de cette manière-là, alors on peut tracer différentes distributions dans un diagramme qui relie le facteur d'accroissement au nombre moyen de réactions par molécule. J'ai illustré par différentes courbes en rouge, ce qui est associé à la fois à des hauts nombres moyens de réactions par molécule et des hauts facteurs d'accroissement. D'accord ? Donc si on augmente le NNP, on décale les masses moyennes vers la droite. Si on augmente le facteur d'accroissement, on élargit la distribution. Et de façon hyper intéressante, on s'est aperçu que ça permettait de séparer la matière organique extraterrestre d'une partie de la matière organique terrestre. Ici, vous voyez le résultat de la recherche du meilleur modèle pour coller aux données de différentes météorites. Ça veut dire qu'on a extrait, comme je l'ai dit, la matière organique de ces échantillons-là. On a trouvé toutes les familles en CH2. On a fait coller un modèle qui avait comme paramètre libre NP, donc le nombre moyen de réactions par molécule, et le facteur d'accroissement. Et pour chaque courbe, pour chaque famille en CH2, on obtient un point dans ce diagramme-là. Et donc on a une espèce de Japon inversé pour les météorites. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on compare aux résultats d'expériences qui sont censés reproduire les conditions dans lesquelles il y a de la synthèse organique dans les milieux abiotiques, on voit qu'on reproduit rarement, en fait jamais, la tendance de polymérisation dans les chondrites carbonées. Donc je vais représenter ici les expériences en phase gaz, qui sont très sensiblement équivalentes aux expériences d'Urey-Miller, les expériences de glace irradiée, et les expériences de synthèse en phase liquide, avec ou sans ammoniac, avec ou sans catalyseur hétérogène. Et on voit qu'on n'est jamais sur le bon trend avec les expériences de labo. Sauf quand on utilise un plasma, c'est-à-dire quand on refait une expérience en phase gaz. Donc je rappelle que les expériences en phase gaz elles sont plutôt ici, dans la partie haute et gauche du diagramme. Et quand on refait ces expériences-là en ajoutant énormément d'hydrogène par rapport au reste des gaz présents, on retombe, pour une fois, sur la matière organique extraterrestre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'un point de vue moléculaire, la seule façon d'avoir quelque chose qui ressemble véritablement aux météorites d'un point de vue de leur complexité, de leur diversité dans la longueur des chaînes et leur accroissement en général, c'est d'avoir un gaz qui est extraordinairement riche en hydrogène au départ.
Et ça, c'est l'apanage du gaz protoplanétaire. Dans les nuages moléculaires, H2 est le gaz majoritaire et il est 10 000 fois plus concentré, en moyenne, que le deuxième gaz majoritaire qui est le monoxyde de carbone, CO. Et donc, d'un point de vue des molécules, ce qui permet, grâce à l'expérience, de reproduire ce qu'on voit dans les météorites, c'est les plasmas qui ont lieu dans des gaz hyperhydrogénés. Donc on tend à favoriser une formation dans une phase gazeuse avec un hydrogène qui est lui riche en deutérium. Ça veut dire qu'on doit rester dans les zones du disque qui ont conservé les caractères du dark cloud, donc du nuage moléculaire originel. Ça veut dire qu'on a très certainement une zone de formation qui est dans la partie relativement externe du disque, et en phase gaz, là où c'est le plus optimal, c'est-à-dire là où il y a la plus grande concentration de gaz, la plus grande pression de gaz, en fait, c'est dans le plan équatorial du disque. Et il se trouve que, selon certains modèles, les zones externes et dans le plan coïncident avec la fin de ce qu'on appelle la dead zone, c'est-à-dire la zone où l'accrétion se fait au meilleur taux. Et donc ça expliquerait la capacité de voir un matériel produit ici en tant que trace ou mineur dans les météorites qui seraient agrégées, accrétées plus à l'avant du disque, enfin plus près de l'étoile. Alors ça pose la question bien sûr de la relation entre le gaz dans lequel baigne la matière qui s'accrète et la matière qui s'accrète au niveau solide. Et donc de plus en plus, on est en train de remettre en question l'espèce de split traditionnel qu'il y a entre ce qui se fait en phase gaz et ce qui se fait en phase solide. Et comme la matière en fait est relativement instable dans ces disques-là, on peut imaginer que les grains des gaz réagissent, les produits de réaction se recondensent, et ainsi de suite. C'est parfaitement cohérent en plus avec ce qu'on sait de la variation des températures à très petites échelles de temps dans les disques protosolaires. En quelques années, on peut avoir des déplacements des icelines de plusieurs unités astronomiques ou dizaines, voire centaines d'unités astronomiques. Et donc dans ce système, on va dire, complexe, la possibilité d'une phase gaz pour générer des molécules capables de former des vésicules implique que ce type de matériau est facile à fournir, facile à produire, et peut ensemencer la plupart des matériels qui vont finir par l'accrétion. En d'autres termes, il n'est pas difficile d'obtenir des molécules protocellulaires dans les systèmes protoplanétaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, et je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup.